Aujourd'hui dans Affaires sensibles, premier épisode d'une série au féminin, les héroïnes. Des femmes au génie méconnu, aux combats historiques ou au destin tragique, comme celui, en l'occurrence, de Ghislaine Dupont. Journaliste à Radio France Internationale, spécialiste de l'Afrique, elle était une professionnelle reconnue. Elle était aussi une reporter aguerrie qui n'aurait pas pris de risques insensés. Et pourtant, le 2 novembre 2013, alors qu'elle enquête à Kidal, au nord-est du Mali, elle est kidnappée avec son binôme, l'ingénieur du son Claude Verlon. Kidnapping, otage, rançon, non, pas cette fois. Cette fois, les deux journalistes sont assassinés. On retrouve leur corps 1 heure à peine après leur enlèvement, une dizaine de kilomètres plus loin. Pourquoi ce double meurtre? Qui? L'armée, les services secrets cachent-ils des informations? L'assassinat était lié à la libération, quelques jours plus tôt, des 4 otages d'Arlit détenus au Mali depuis 3 ans. Aujourd'hui encore, près de 9 ans plus tard, les points d'interrogation restent nombreux après ce drame qui a emporté un reporter et une reporter, femme de caractère, journaliste obstinée qui pratiquait son métier avec passion. Notre invité aujourd'hui, Marie-Pierre Olfan et David Bachet, journalistes à Radio France Internationale, qui depuis 2013 suivent le dossier Ghislaine Dupont-Claude Verlon et continuent d'enquêter pour que la lumière puisse un jour être faite sur ce drame. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Odile Conseil, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Samedi 2 octobre, début d'après-midi, environ de Kidal, au nord-est du Mali. 2 corps, ceux d'un homme et d'une femme, gisent près d'un pick-up beige, comme il y en a tant dans cette région de sable et de pierre, dans cette région où les rayons du soleil tranchent la peau comme des couteaux aiguisés, selon les mots même de Ghislaine Dupont. Mais sa voix s'est tue, pour toujours, tout comme celle de l'ingénieur du son Claude Verlon, l'indispensable complice qui assurait le son de ses enregistrements et leur bonne transmission à Paris. Les 2 envoyés spéciaux de RFI à Kidal ont été tués peu après avoir été enlevés. L'information est rapidement diffusée. Elle fait les unes de tous les journaux en France, ainsi qu'en Afrique, dans les pays que Ghislaine Dupont couvrait ou avait couvert lors de sa déjà très longue carrière à RFI. Oui, elle était l'une des grandes voix du service Afrique de RFI, où elle était entrée en 1990. C'était aussi une personnalité que ses confrères et consoeurs décrivent comme obstinée, entièrement dévouée à l'actualité qu'elle traitait. Une femme qui ne transigeait pas avec l'indépendance de l'information. Marie-Christine Saragosse, présidente de France Média Monde et à ce titre de RFI, parlait d'elle ainsi le jour même de son décès alors que la rédaction était sous le choc. Ghislaine, c'est pour toute la rédaction, c'est un modèle de journalisme, c'est une tête froide, hein, c'est pas une tête brûlée, hein, c'est quelqu'un qui creuse, qui se contente pas de la superficie des choses et qui va donner le micro là où on la laisse pas forcément le donner. Et voilà, elle est morte de son métier, d'avoir fait son métier comme on doit le faire. Ghislaine Dupont. Tous les auditeurs africains de RFI connaissaient son nom, sa voix. Elle avait promené son micro dans tant de pays du continent. Les maquis de l'UNITA en Angola, au Sierra Leone, à Djibouti, mais aussi en Érythrée et en Somalie, quand ces 2 pays s'affrontaient. Le Soudan, l'Algérie, le Rwanda, le Burundi, la Côte d'Ivoire, partout où il faut tremper la plume dans la plaie, elle était. C'est aux alentours de midi que la dépouille du président Kabila est attendue à l'aéroport de Ndjili. À Kinshasa, envoyé spécial Ghislaine Dupont. Les honneurs militaires lui seront rendus sur le tarmac en présence. Nous allons cette fois nous rendre en RDC grâce à notre envoyé spécial. Dans les rues de Monrovia. Le point avec vous, Ghislaine Dupont. Nous allons à Ouvira, la ville principale du Sud Kivu, Ghislaine Dupont. La route des escarpements porte bien son nom, impressionnante avec ses habits qui vous donnent le vertige. Reportage de notre envoyé spécial Ghislaine Dupont dans le sud-ouest de l'Éthiopie. C'est sous un énorme manguier dans les jardins de l'état-major que s'installe le général Elouti. Un scénario à la Yougoslave donc pour la Côte d'Ivoire, le récit de la journée avec Ghislaine Dupont de RFI. Leur colère est presque palpable lorsqu'ils déferlent par dizaines de milliers dans les rues d'Abidjan. Poursuite des négociations en Sierra Leone, Ghislaine Dupont. À Bujumbura, l'œil de l'étranger doit être particulièrement aiguisé pour comprendre qu'un coup d'État s'est produit il y a quelques jours à peine. Envoyé spécial Ghislaine Dupont. Envoyé spécial Ghislaine Dupont. Ghislaine Dupont de RFI.
En Afrique, dans les pays qu'elle avait couverts, Ghislaine Dupont était appréciée, presque une vedette. En témoigne cet épisode que relatait son confrère de l'AFP, Jean-Pierre Campagne, dans une dépêche écrite au lendemain des 2 assassinats. La scène se passe en avril 1997, peu avant que le Zaïre de Mobutu ne devienne la RDC, la République démocratique du Congo, de Laurent-Désiré Kabila. Je me souviens de notre virée nocturne dans la savane congolaise de Lubumbashi, à la recherche d'un restaurant encore ouvert. Quand le patron avait appris que c'était Ghislaine Dupont de RFI, il avait vite rallumé ses fourneaux pour nous préparer des poulets frites. Il était honoré de la présence d'une telle convive, heureux d'avoir à sa table l'une des voix de RFI parmi les plus connues sur le continent. Une voix connue certes, mais aussi libre et indépendante, qui ne pouvait que déplaire. Laurent-Désiré Kabila, le père, s'en agaçait. Son fils Joseph également, au point qu'elle avait été interdite de séjour dans ce pays qu'elle aimait pourtant énormément. En 2006, la journaliste est en RDC pour suivre l'élection présidentielle qui doit confirmer Joseph Kabila au pouvoir. Elle n'a pas eu d'accréditation, qu'à cela ne tienne. Elle y est quand même allée. Mais s'est fait conduire Manu Militari à l'aéroport. On lui a fait clairement savoir qu'elle n'était plus la bienvenue. La RDC lui ferme sa porte. Tant pis. Elle continuera à en traiter l'actualité depuis Paris. Mais cela n'a pas suffi au régime de Kabila, qui coupe le signal de RFI en 2009, accusant la station de radio en général, et Ghislaine Dupont en particulier, de mener, je cite, une campagne systématique de démoralisation des forces armées et de tenter de déstabiliser le pays. Le duo à la tête de RFI, Alain de Pouzillac et Christine O'Krent, épouse de celui qui occupe à l'époque le Quai d'Orsay, Bernard Kouchner, ont alors le choix. Se soumettre à Kabila pour restaurer l'antenne dans le pays de Kabila ou défendre l'indépendance de la rédaction. Eh bien c'est vite vu, ils écartent Ghislaine Dupont de la RDC. Elle ressent une profonde injustice. Comme le relatait peu après sa mort, l'un de ses proches et confrères, Pierre-Yves Schneider, dans son blog de Mediapart. Il était aussi, jusqu'à son décès en 2020, l'un des porte-paroles de l'association des amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. Trop peu savent à quel point cette exclusion l'avait meurtri intérieurement. Une souffrance pudique, mais parfois extrême, dont nous sommes quelques-uns à nous souvenir aujourd'hui. Si elle l'avait voulu, Gigi aurait pu rendre public tous les documents explicites dont elle disposait pour dénoncer le marchandage honteux. Selon moi, selon nous, sa seule raison d'y avoir renoncé était son attachement à RFI, dont elle ne voulait pas ternir davantage l'image sur le continent africain. Privée de RDC, cet immense pays auquel elle avait consacré 10 ans de reportage et d'analyse, malheureuse mais pas décidée à avaler la France sans réagir, Ghislaine Dupont en appelle au prud'homme. Une première audience, début 2012, ne débouche pas. Une seconde est prévue début 2013, mais entre-temps, la tête de RFI a changé. Marie-Christine Saragosse, nouvelle présidente de France Média Monde, qui chapeaute RFI et France 24, joue l'apaisement et propose une négociation que Ghislaine finit par accepter, devenant conseillère éditoriale de la rédaction Afrique. Le 11 octobre 2013, elle célèbre avec ses confrères, consoeurs et amis la fin d'un vent mauvais qui soufflait sur sa tête, comme le dit son message d'invitation. Ghislaine Dupont, Gigi donc, pour ses amis, retrouve le sourire. Direction le Mali, 2013, ce pays est au cœur de l'actualité. Tout commence en janvier 2012, la rébellion touareg du MNLA passe à l'attaque, appuyée par des combattants rentrés de Libye après la chute de Kadhafi et des Katibas, des bataillons islamistes. Une offensive est lancée dans le nord du pays. En 3 jours, Kidal, Gao puis Tombouctou, les 3 grandes villes du nord, tombent entre les mains de rebelles, désormais dominés par les islamistes, dont beaucoup sont liés à Al-Qaïda. À la fin 2012, les djihadistes ont un nouvel objectif, conquérir le sud du pays et prendre Bamako, la capitale. Le pouvoir malien, débordé, appelle alors la France à la rescousse. François Hollande, président de la République, répond « présent ». Nous sommes le 11 janvier 2013. Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du Nord, dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali
appuyés par les pays africains de l'Ouest, les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. C'est le début de l'opération Serval menée par la France avec la bénédiction de l'ONU. En 3 semaines, les islamistes sont stoppés dans leur course et s'évanouissent dans les sables et les montagnes du désert. Gao, Tombouctou et Kidal sont reprises. Cette dernière avec l'aide du MNLA qui s'est rallié à l'armée française. Les responsables militaires arborent le sourire des vainqueurs. La République malienne semble remise sur pied. Une élection présidentielle a lieu à l'été 2013. Ghislaine Dupont est sur le coup. Elle s'envole avec Claude Verlon pour suivre la préparation de cette élection depuis Kidal. Voici 2 extraits des reportages qu'elle avait alors réalisés, diffusés respectivement sur l'antenne de RFI les 22 et 23 juillet 2013. Le Beechcraft cherche la piste de terre dans un paysage désertique chauffé à blanc par le soleil. Voilà Kidal. Carrés et rectangles de pierre surgissent du sable. Ce sont les maisons, tel un décor sur une scène de théâtre. Ici, on ne se fait guère d'illusions. Les conditions de vote risquent d'être très aléatoires, mais l'enjeu à Kidal est ailleurs. Aux yeux de nombreux Maliens et de la communauté internationale, quelques bureaux de vote, une poignée d'électeurs suffiront à démontrer que cette partie nord du territoire appartient bien au Mali. Ghislaine Dupont, Claude Verlon, Kidal, RFI. À ce moment précis, la journaliste est consciente que Kidal concentre toutes les plaies du Mali. Et elle le dit dans l'un de ses derniers reportages, diffusé celui-là, le 27 juillet 2013. Délitement de l'État, absence de développement, élites irresponsables, la région de Kidal est la puissance au carré des maux du Mali. La présidentielle a lieu, Ibrahim Boubacar Keïta alias Ibeka est élu. Le pays semble à peu près pacifié. Il convient ensuite de désigner un parlement. Les législatives sont prévues pour la fin du mois de novembre. Et c'est justement poursuivre la campagne électorale et prendre la température dans le cadre d'une journée spéciale sur la réconciliation que préparait RFI que Ghislaine Dupont et Claude Verlon reviennent au Mali fin octobre 2013. Ils passent quelques jours à Bamako avant de rejoindre Kidal le 29 octobre dans un avion de la MINUSMA, la force de maintien de la paix de l'ONU pour le Mali. Dans la capitale malienne, les 2 reporters avaient préparé leur déplacement. Serge Daniel, correspondant de RFI sur place, le racontait le soir de leur assassinat. Ghislaine avait rencontré, avant de partir, différentes sources sécuritaires. Elle avait rencontré des militaires français de l'opération Serval ici, à son hôtel. Les militaires lui avaient parlé de dangers, des risques. Elle s'est renseignée également auprès de militaires maliens, auprès de la MINUSMA, c'est-à-dire la mission des Nations Unies à Bamako. Et c'était une mission vraiment, vraiment bien préparée parce qu'ils étaient déjà, vous le savez, à Kidal il y a quelques semaines avant, lors du premier tour de la présidentielle. Et ils sont partis donc à Guéry. Arrivés là-bas, là où ils habitaient, ils avaient des rendez-vous. Avant de sortir, ils prenaient des contacts, ils téléphonaient. C'était pas du tout des fous furieux, c'était des gens qui voulaient aller faire leur métier, tout simplement. Et le 2 novembre survient le drame. Ghislaine et Claude rencontrent un responsable local du MNLA, Ambéry Agrissa. Le rendez-vous a lieu au domicile de ce dernier, dans le centre de Kidal. Mais 4 hommes cagoulés et armés les attendent lorsqu'ils sortent de sa maison. Ghislaine et Claude sont embarqués sans ménagement dans un véhicule, un pick-up belge qui quitte Kidal et file vers l'est. Il est un peu plus de 13 heures. Plus personne ne reverra les 2 journalistes vivants. Aussitôt alerté par Ambéry Agrissa, l'armée part à la recherche des ravisseurs. À 14h25, une patrouille découvre les corps sans vie, gisant face contre terre près du véhicule. Pas de traces des ravisseurs, juste des téléphones abandonnés dans le pick-up fermé à clé. Très vite, les premières informations délivrées par les enquêteurs laissent penser qu'il s'agit d'un enlèvement qui a mal tourné. La voiture serait tombée en panne et les ravisseurs, se sachant poursuivis, auraient abattu leurs otages avant de disparaître dans la nature. Le lendemain, 3 novembre, AQMI revendique l'assassinat. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs envoyés sur place et les services des renseignements français, épaulés par la force Serval, identifient les ravisseurs. Parmi eux, Bayang Babakabo, le propriétaire du véhicule. Il serait le chef du commando. Mais aucun mandat n'est lancé contre lui. Il n'est pas arrêté. Et il ne pourra plus jamais témoigner, et pour cause.
Le 21 juin 2021, lors d'une opération menée par les forces françaises spéciales contre AQMI, il est neutralisé selon le vocabulaire en vigueur. France Inter, affaires sensibles. La mort de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, un enlèvement qui a mal tourné. C'est la version officielle. Mais peu à peu, des doutes, ou du moins des questions apparaissent. Et la première saute très vite aux yeux. 4 jours plus tôt, en effet, ceux qu'on a appelés les otages d'Arlit sont libérés. Alors pour mémoire, il s'agit de 4 personnes qui travaillaient pour Areva, enlevées sur le site d'Arlit, au Niger, en septembre 2010, et détenues depuis au Nord-Mali par AQMI. Leur libération et les négociations qui ont précédé ont donné lieu à d'invraisemblables cafouillages entre différents services de l'État, ce qui a eu pour résultat de faire exploser la valeur de la rançon. Le montant versé n'a pas été officiellement dévoilé, bien sûr, puisque, officiellement, la France ne négocie pas avec les preneurs d'otages et ne paie pas de rançon. Mais on parle de 30 millions d'euros, au bas mot. Il semble toutefois que la somme promise n'ait pas été réglée en totalité ou qu'elle ait été partiellement détournée. Oui, mais par qui ? Par Abou Zaïd, le chef du commando qui a capturé les hommes d'Areva, ou bien n'aurait-elle pas été répartie comme convenu entre les différents Katibas, les différents bataillons qui ont participé d'une façon ou d'une autre à l'enlèvement et à la garde des 4 otages? C'est l'hypothèse soulevée par Alain Juillet, ancien responsable du renseignement à la DGSE, dans l'émission Secret d'Info sur France Inter, en septembre 2019. Quand la rançon a été payée aux terroristes d'Abou Zaïd, à ce moment-là, il y a un bruit qui a couru très vite chez les Touaregs, à Kidal et dans toute la région, disant il manquait de l'argent dans la somme. Alors, il y a ceux qui ont bien sûr dit c'est les Français qui en ont pris. Il y a eu une deuxième version qui dit Abou Zaïd en a pris une partie et il l'a cachée et on l'a plus retrouvée. Résultat, il y a des katibas qui ont dit mais c'est absolument scandaleux. Peu de temps après, il y a les 2 journalistes qui se font enlever à Kidal par des gens qui, comme par hasard, font partie d'une des katibas qui considéraient qu'ils avaient été spoliés en ne recevant pas l'argent qu'ils auraient dû avoir. Il y avait donc des mécontents, et le mot est faible. C'est ce que peut laisser penser en tout cas le texte de revendication d'AQMI sur lequel on peut lire. L'assassinat des journalistes est le minimum de la facture que le président François Hollande et son peuple doivent payer. Donc une vengeance contre la France, pour la rançon pas entièrement payée, admettons. Sauf qu'il semble aberrant tout de même d'assassiner des otages que l'on peut échanger contre une belle somme. Une autre source, une interception téléphonique, autrement dit une écoute, hélas non confirmée, laisse entendre que l'un des commanditaires de l'enlèvement se serait plaint de l'élimination des otages, ce qui confirmerait qu'elle n'était pas prévue. C'est Apolline Verlon, la fille de Claude, qui le raconte, toujours pour Secret d'Info. À plusieurs reprises, devant témoins, on était plusieurs à avoir entendu la même chose. Il y a un son qui existe, qui a été intercepté au lendemain de l'assassinat de Ghislaine et Papa, qui dirait « Pourquoi vous avez tué la marchandise ?» Mais c'est hyper important, on a besoin de ce son pour savoir qui parle, à qui, d'où ça vient de tracer. C'est François Hollande qui nous parle de cette interception téléphonique entre X et Y, où au milieu, on vous parle de votre père qui était de la marchandise et qui a été assassiné. On a abîmé la marchandise. François Hollande sera entendu en janvier 2019 à ce sujet par Jean-Marc Herbault, le juge antiterroriste en charge du dossier. Mais il ne dira rien, il a oublié, il ne sait plus, il ne se rappelle pas avoir tenu ses propos, si bien que l'écoute en question est classée secret défense, donc impossible pour le juge d'y accéder. D'autres questions, d'autres révélations apparaissent aussi, peu à peu, car les journalistes enquêtent, et en particulier ceux de RFI. 2 d'entre eux, Marie-Pierre Olfan et David Bachet, révèlent que les forces spéciales, ces unités formées pour des opérations spécifiques, avaient été les premières informées de l'enlèvement et avaient été les premières à tenter de prendre en chasse les ravisseurs. Alors, pourquoi cette information a-t-elle été cachée, ou à tout le moins omise ? Et des pourquoi, il y en a bien d'autres.
Pourquoi un djihadiste, aujourd'hui emprisonné, a-t-il affirmé en 2016 que lors de la poursuite avec les ravisseurs, le pick-up était en effet tombé en panne et qu'il y avait eu un accrochage avec les forces de Serval? Car, qui dit accrochage, dit échange de coups de feu. Or, la carrosserie du pick-up était intacte. Pourquoi plusieurs personnes ont-elles fait état d'un hélicoptère qui se serait lancé aux trousses des terroristes alors qu'aucun de ces engins n'a décollé de la base de Kidal ce jour-là à cette heure-là? Pourquoi, alors que l'armée était sur place à 14h20 et qu'elle a officialisé la mort des journalistes à 14h50, pourquoi de nombreux témoins, politiques, militaires, journalistes étaient-ils au courant dès 13h34, si l'on en croit les fadettes téléphoniques transmises à la justice française? Pourquoi les plus hautes autorités françaises persistent-elles à affirmer que l'enlèvement de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon n'a rien à voir avec les otages d'Arlit, alors que de nombreux éléments de l'enquête tendent à prouver le contraire? Pourquoi les documents déclassifiés remis aux juges d'instruction ont-ils été si largement caviardés et rendus ainsi quasiment inexploitables? Enfin, pourquoi le secret défense, ce silence de plomb, pèse-t-il tant sur cette affaire? Ce silence officiel alimente les suspicions. Pour l'association des amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, créée peu de temps après leur disparition pour faire lumière justement sur leur mort, il ne s'agit pas de sombrer dans d'obscures théories du complot, mais bien d'obtenir des réponses. Or, un mur infranchissable se dresse devant la vérité. Au point que la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, Agnès Calamard, s'est fendue en avril 2021 d'une lettre de 30 pages adressée aux autorités françaises accusant l'armée d'entraver l'enquête de l'ONU sur ces 2 assassinats, usant du secret défense comme un moyen pratique pour dissimuler la vérité. Les années ont passé, les secrets restent. L'enquête certes progresse, à petits pas. Le juge Herbeau, en effet, ne reste pas inactif. En novembre 2018, il se rend à Bamako. Marie-Pierre Olfan en rend compte sur les ondes de RFI. Cette visite importante a permis de nouer des contacts directs entre le juge Herbeau et le nouveau juge antiterroriste malien chargé du dossier. Pendant son séjour, le magistrat français a fait le tour des prisons pour trouver des suspects ou complices qu'il recherchait. En vain, sans succès donc, mais il a profité de sa visite pour laisser à son homologue une liste de suspects afin d'être prévenu très vite si l'un d'eux venait à être arrêté. Alors certes, les commanditaires et les ravisseurs présumés sont connus aujourd'hui, certains ont été tués, d'autres sont toujours vivants, mais faute d'état civil fiable, il n'y a toujours pas de mandat d'arrêt émis à notre connaissance et au final, les questions fondamentales demeurent. Chaque année, lors de l'anniversaire de la disparition des 2 journalistes, RFI fait le point sur l'enquête. Le 2 novembre dernier, Marie-Pierre Olfan et David Bachet affirmaient que la justice continuait son travail de fourmi et que 8 ans après les faits, l'enquête judiciaire était loin d'être terminée. Maître Marie Dosé, l'avocate de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, se montre en tout cas, disons, raisonnablement optimiste. Voilà ce qu'elle nous a dit. Le pire dans une affaire, c'est le point mort, quand il ne se passe rien. Mais ici, on a un juge qui travaille. On attend beaucoup de l'exploitation des téléphones abandonnés par les ravisseurs dans le pick-up. Par ailleurs, il est normal qu'aucun mandat d'arrêt n'ait été encore lancé. Il faut le faire à la fin de l'instruction, quand on a toutes les cartes en main. Plutôt, cela risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Je suis persuadé qu'on va un jour faire éclater la vérité judiciaire. Mais l'avocate termine sur un bémol tout de même, ajoutant « Le risque ici, c'est que la vérité éclate quand il n'y aura plus personne à arrêter et à juger. » Et c'est bien ce que craignent les amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Dans un communiqué publié suite à l'annonce par la ministre de la Défense Florence Parly de l'élimination de Bayaï Bamako, ils écrivent ceci. Nous redoutons par-dessus tout de ne jamais connaître la vérité sur les circonstances de la mort des nôtres, mais aussi peut-être sur des éléments cruciaux pour nous. Leur ultime mot, gestes et regards. Seuls des interrogatoires auraient pu nous les restituer. Ces opérations de neutralisation nous privent de l'essentiel. L'enquête apportera-t-elle quand même un jour une réponse aux questions qu'ils se posent, notamment pourquoi ont-ils été enlevés? Pourquoi ce kidnapping s'est-il transformé en assassinat? Que s'est-il passé exactement entre le moment de leur enlèvement, 13h10, et celui où la nouvelle de leur mort circule à Kidal, 13h43? Comment les ravisseurs ont-ils pris la fuite?
En attendant, ses amis cultivent la mémoire de Gigi. Il se rappelle en souriant son caractère bien trempé, son sens de l'amitié, sa générosité, son goût pour la lecture, son humour, sa capacité à inventer ou à détourner des expressions. Il y a Anguille sous roche, devenez chez elle, il y a Hippopotame sous gravillon, par exemple. Ils évoquent aussi sa réelle préoccupation pour les droits humains. Elle était capable de faire la queue 2 heures sous le soleil pour aller voir un prisonnier politique dans sa cellule, se rappelle un confrère du service Afrique de RFI. D'ailleurs, dès qu'un opposant ou un défenseur des droits humains était sous les verrous depuis un moment, elle nous tannait pour qu'on fasse un sujet. En RDC, son pays de cœur, Ghislaine Dupont a pendant une bonne année participé à la formation des journalistes de Radio Okapi, la radio de la MONUC, la mission des Nations Unies au Congo. A contrario du rôle funeste joué par Radio Mille Collines lors du génocide rwandais, déclenchant les tueries et incitant quotidiennement au meurtre, Radio Okapi était au contraire la radio de la paix. Ghislaine Dupont et tous ceux qui avaient formé les journalistes ont bien travaillé. Radio Okapi et sa rédaction sont en effet considérés comme fournissant une information indépendante. Et chacun sait que l'indépendance paie cher, parfois. 2 de ces journalistes ont été assassinés, comme le rappelle le journaliste Bruno Massenet de RFO en novembre 2009. Certains ont été tués en faisant leur métier. Serge Maéché, reporter à Radio Okapi au Congo-Kinshasa, abattu par balle dans la rue, comme son collègue Didas Namujimbo. Moussa Kaka, correspondant de RFI au Niger, 1 an derrière les barreaux pour avoir informé sur le conflit Touareg. Assassinats, arrestations, intimidations, en Afrique, ils sont des dizaines chaque année à payer, plus ou moins cher, leur liberté d'informer. Le terrorisme et la guerre rétrécissent le monde, interdisant à des regards curieux de venir voir ce qui s'y passe. Différents traits, non des armes, mais des stylos, des micros, des appareils photo. Nombre de journalistes, comme ceux de Radio Okapi, comme Ghislaine Dupont et Claude Verlon, l'ont payé de leur vie. Selon Reporters sans frontières, plus de 700 d'entre eux ont trouvé la mort en cherchant à informer au cours des 10 dernières années. Parmi eux, la photographe Camille Lepage, tuée en mai 2014 en République centrafricaine dans une embuscade, elle avait 26 ans. Le photographe indépendant Rémi Okchlik, 28 ans, tué en février 2012 à Homs, en Syrie, dans un bombardement qui visait clairement la maison en ruine où plusieurs journalistes avaient trouvé refuge. La reporter Marie Colville du Sunday Times a également été tuée ce jour-là. Gilles Jacquier de France 2, tué lui aussi à Homs, par un obus de mortier, janvier 2012. Yves Debé, tué à Alep, en janvier 2013, par un tireur embusqué. Yoann Sutton de RFI et Pierre Billot de RTL, tués dans une embuscade des talibans en novembre 2001 avec un confrère allemand. Jean Hélène de RFI, qui paie décidément un lourd tribut à l'information, tué à bout portant par un policier en Côte d'Ivoire, octobre 2003. Shirin Abu Akleh d'Al Jazeera, tué le 11 mai dernier par un tir israélien en Jordanie. Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste reporter d'images de BFM TV, tué fin mai par un obus russe en Ukraine alors qu'il accompagnait un convoi humanitaire. Il est le 8e journaliste tué depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Dans ce métier de reporter de terrain, le risque est présent, sinon omniprésent, dès lors qu'on investit des territoires où règne tension, conflits ou guerre. On prend tous des risques quand on travaille dans une zone en conflit, confirme Marie-Pierre Olfan de RFI. Il m'est arrivé d'avoir peur quand j'étais en reportage en Libye, à Benghazi ou en Tunisie au moment de la chute de Ben Ali. Et quand j'étais en reportage à Bamako, je n'étais pas totalement sereine. Dans l'est du Burkina Faso, où certaines zones sont coupées du monde, les djihadistes ont confisqué les portables et saboté les antennes relais. Marcel Ouabba, un reporter burkinabé, dit travailler à peur au ventre quand il doit se déplacer dans la région. Alors, chacun à sa façon tente de dépasser ses craintes ou de les oublier. L'américaine Harry Colvin était connue pour balayer la peur d'un revers de main et d'un fatalisme. Bah, c'est notre boulot. Un boulot qui lui avait coûté un œil au Sri Lanka, puis la vie en Syrie. Dans ce récit fiction 2 corps, Jean-Pierre Campagne de ce que dit Ghislaine Dupont quand elle boucle son sac avant de s'envoler pour Bamako. Il rapporte ça fin octobre 2013. Tu pars dans le chaos, te raconte pas d'histoire, n'essaye pas de te rassurer, même si tu n'as pas trop besoin de te rassurer. Toi tu flaires le danger, tu l'aimes, tu y vas.
Là, il va falloir avancer délicatement. Ce n'est plus le Congo débraillé au grand rire, aux grandes gueules. Là-bas, c'est un terrain meuble, de sable, de combines, de réseaux, de factions, de trafic, de double et de triple jeu. Mais tu as tes contacts et une confiance inébranlable en ta bonne étoile. Demain, Roissy, départ 10h pour Bamako. Mais que crains-tu? Rien. Ghislaine Dupont n'est pas partie la peur au ventre, affirment ses collègues. Elle avait au Rwanda, notamment, vécu des situations autrement plus dures. À Kidal, l'armée était là. La ville semblait sûre. Mais l'histoire n'est pas terminée. Nous y mettons un point de suspension, avec l'hommage rendu par Thierry Nkinzo, poète slameur du Kivu, en RDC, à Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Hommage que nous dédions plus largement à tous ceux qui sont morts pour nous informer. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la mort de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, dont nous allons parler avec nos invités Marie-Pierre Olfan et David Bachet. Bonjour. 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 Vous êtes l'un et l'autre journaliste à RFI, consoeur et confrère de Ghislaine Dupont donc, et surtout vous continuez à enquêter sur leur mort. Alors on va revenir ensemble sur l'enquête, car la durée de notre récit ne nous a pas permis d'entrer dans les détails. Première question, Marie-Pierre Olfan peut-être. Quelles sont nos seules certitudes? Et on passera après aux questions. Ce sera un chapitre plus loin, mais nos certitudes, quelles sont-elles? Alors la certitude, c'est que Ghislaine et Claude donc sont décédés très rapidement et qu'on a. En fait, c'est difficile de parler des certitudes parce qu'on a tellement de questions. Bon, alors on passe aux questions, si vous voulez. Déjà, alors on passe aux questions. Les 4 personnes qui ont enlevé les reporters ont été rapidement identifiées et les 2 donneurs d'ordre également. Qui sont-ils? Alors on a quatre ravisseurs essentiellement, 4 ravisseurs. Le plus connu, c'est Bayag Bakabo, celui dont on parle beaucoup, qui était le propriétaire de la voiture qui a eu du pick-up, qui a été utilisé pour l'enlèvement. Ensuite, 3 autres ravisseurs dont on peut citer le nom, parce qu'en fait, il faut dire que tous les 4 ne sont pas des cadres djihadistes, des personnalités qui étaient connues avant cet enlèvement. Et même Bayag Bakabo, le propriétaire de la voiture, en fait, finalement, cet enlèvement, c'est son fait d'armes. C'était un voleur de voiture avant. Donc on a cité Baye. Il y a aussi Mahmoud Ag Mohamed Lamine Fall, qui est décédé lui dans un accident de voiture en mai 2016. Et ensuite 2 autres, Alassane Aktoukassa, tué lui aussi en 2016, et un 4e, Hamadi Ag Mohamed, et qui est en fait le dernier à être aujourd'hui en vie. Il est toujours actif et il est devenu le bras droit même de Sedan Aguita, un autre cadre djihadiste qui agit dans la zone. Oui. Qui est l'un des 2 commanditaires de l'enlèvement, le seul encore vivant, on l'a dit, a semble-t-il joué un rôle dans la libération en 2020 d'otages retenus au Sahel, dont Sophie Petrona. On en a à l'époque beaucoup parlé. Donc un homme qui commandite l'enlèvement de 2 journalistes français et peut-être leur assassinat servirait de négociateur pour la libération de plusieurs personnes. Comment comprendre cela, David Bachet? Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il a monté dans la hiérarchie incontestablement, et aujourd'hui c'est un des cadres du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est lié à AQMI et qui est, on va dire, une représentation locale importante d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et donc Sedan Aguita a monté en grade. Il est aujourd'hui l'un des principaux cadres de ce groupe, un des bras droits d'Iyad Akrali, le chef du JNIM. Et donc, il s'est retrouvé en interlocuteur privilégié des autorités maliennes et notamment des services maliens de renseignement au moment de la négociation de ces libérations d'otages, donc Sophie Petronin, mais aussi Soumaïla Cissé, qui était un important opposant malien. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que c'est quelque chose qui nous inquiète parce qu'on se demande dans la perspective où il y aurait des négociations davantage politiques pour des accords de paix, par exemple, quelle légitimité il pourrait essayer d'en tirer et ensuite quelles conséquences ça pourrait avoir sur une possible réhabilitation. Mais là, on est déjà dans la prospective, puisque à ce stade, c'est une discussion. Elles nous ont alertés, elles ont beaucoup alerté aussi tous les amis de l'association des amis de Ghislaine et Claude, parce qu'évidemment, ce qu'on craint, c'est que cette réhabilitation puisse aboutir à une forme d'impunité en ce qui le concerne. On n'en est pas du tout là pour le moment. Il s'agissait de dealer avec le camp d'en face, dont il est l'un des éminents représentants. Et pour revenir sur ce qui a été dit avant, vous l'avez dit, il y a 2 commanditaires. Lui est l'un de ceux qui restent en vie.
L'autre, c'était Abdelkarim Al-Targhi, qui a été tué par l'armée française. Et parmi les 4 membres du commando, Marie-Pierre a bien donné tous leurs noms. Et elle a bien expliqué aussi qu'il n'en restait plus qu'un en vie. Et les autres ont été tués dans des opérations de l'armée française ou dans un possible accident de voiture. Et l'une des craintes qu'on a aussi à leur sujet, c'est évidemment qu'il n'en reste plus à la fin. Il n'y a plus personne à juger. Et non seulement nous, dans notre travail, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire avancer l'enquête et de glaner petit à petit des éléments factuels qui nous manquent. Vous posiez la question de qu'est-ce qu'on sait de sûr. Bon, on sait pas mal de choses sûres, mais il y a beaucoup de zones d'ombre. C'est ça qui est c'est ça qui nous interroge principalement. Et on espère pouvoir avancer. On espère que la justice française va pouvoir avancer. La justice malienne également est saisie, c'est la justice française qui avance le plus à ce stade. On espère que ça va aboutir avant la mort de tous les protagonistes. Voilà. Mais pour 2 objectifs, j'imagine, à la fois savoir la vérité, puis au moins que la personne qui reste soit jugée. Mais c'est la vérité que vous voulez d'abord. La vérité, on commence par là. On commence par la vérité, c'est notre métier, bien c'est sûr. Aussi la préoccupation de tous les proches de Ghislaine et Claude. Nous, on est un peu à cheval entre les deux, puisqu'on était à la fois collègues, amis, et puis on fait aussi notre travail de journaliste en essayant d'avancer là-dessus. Et évidemment, il y a la vérité, et ensuite vient le temps de la justice. On l'espère, viendra le temps de la justice. Et c'est vrai. Oui, si je peux me permettre, c'est vrai que les familles ça a été un gros coup pour les familles de voir que Bayak Bakabo, justement, qui est finalement le protagoniste un peu principal de ce dossier, le ravisseur principal, a été tué, et c'est le dernier à avoir été tué en fait des 3 qui sont déjà morts, a été tué l'année dernière au mois de juin, et par les forces françaises en fait. Et ça a été vraiment une grosse déception en disant voilà, un de moins, et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le 4e va subir le même sort? Et Bakabo aurait été un informateur de la DGSE? Alors ça, c'est une possibilité, c'est une hypothèse qu'on creuse. Et de la même manière, une des hypothèses, est-ce qu'il est, pour revenir un tout petit pas en arrière, il a été tué par l'armée française, ça a été claironné avec une forme de satisfaction qui ne nous satisfait pas et qui ne satisfait pas les amis de Ghislaine et Claude, puisqu'on l'a dit, on veut pas d'impunité et on veut retrouver les protagonistes vivants. Donc c'était pas du tout le soulagement dont s'est vantée à l'époque la ministre des Armées, Madame Parly. Et la question, c'est est-ce qu'il a été tué à dessein ou pas? La version officielle, celle des autorités françaises et de l'armée française, c'est qu'on ne savait pas qu'il était sur le terrain au moment où l'opération française a été menée pour empêcher une attaque en préparation. Nous, on a des sources qui nous disent qu'il était impossible que les Français n'ignoraient pas qui il tapait au moment où il tapait, et que cette frappe a eu lieu, cette opération française a eu lieu, et qu'ils savaient pertinemment que Bayak Bakabo était parmi les personnes qui allaient trouver la mort. Donc ça, c'est une hypothèse que nous avançons dans nos travaux, dans nos articles, avec des sources militaires françaises encore une fois. Et ensuite, pour revenir à la question, est-ce qu'il était un informateur des Français? C'est une hypothèse. On n'a rien aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on commence par là, parce que c'est dans cette affaire où beaucoup de pistes sont à explorer. Il est très facile de partir dans tous les sens. Nous, on veut rappeler qu'on n'est pas en train d'enquêter à charge contre l'armée française, vraiment à aucun moment. Pourquoi est-ce qu'on peut soupçonner que Bayak Bakabo ait pu être un informateur des services français? Tout simplement parce qu'il a été auditionné par eux. En 2013, avant le mois de novembre, au moment où les Français ont reconquis Kidal et où les groupes djihadistes, ils n'avaient pas forcément tous les mêmes noms à l'époque, ont été vaincus, une bonne partie des combattants est revenue à Kidal faire amende honorable, essayer de changer de groupe, essayer de se rendre. Ce fut le cas de Bayak Bakabo, qui était à l'époque membre d'Ansardine, un ancêtre, on va dire, du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dont on parlait tout à l'heure, ou plutôt une composante. Il est revenu, il a essayé de changer de groupe, d'aller avec le MNLA qui était plus fréquentable, et à cette occasion-là, il a été auditionné par les services français, et il a expliqué à la fin de son audition qu'il était disponible pour éventuellement être recontacté et être sollicité à nouveau. Une autre chose, c'est une piste, ce n'est qu'une piste. Il faut aussi dire qu'ils étaient nombreux dans ce cas-là. Donc ce simple fait ne suffit pas à en faire un informateur. Il avait été proche des services maliens également auparavant. Donc voilà, je m'arrête là, le temps est compté, mais on a tout un faisceau d'éléments qui nous permettent de penser que peut-être il a joué ce rôle-là. Vous voyez que je prends beaucoup de pincettes. Vous vous souvenez de La vie François Morel, qui a chanté ça lors d'une soirée organisée par votre association, la Maison de la Poésie. On l'écoute. Le silence, sage conseil François, mais nous on va continuer à parler, bien sûr. Marie-Pierre Olfan, pour la recherche de la vérité pour une affaire comme ça, il y a différents protagonistes, il y a les Maliens eux-mêmes,
Puis il y a les Français. Puis il y a le silence de la France, pas des Français du peuple, la France. Le silence de l'armée, par exemple. C'est quoi à votre avis, l'obstacle à franchir le plus compliqué? Ce sont justement ces silences de la France, le côté France. Oui, ce sont les silences parce on l'a d'ailleurs montré, en fait, on nous a jamais parlé de la présence des forces spéciales à Kidal, par exemple, alors qu'elles étaient là. Eh oui. C'est important de dire qu'elles étaient là et qu'elles ont participé aussi à la poursuite. Alors on nous dit côté français, on nous dit pas beaucoup de choses, mais on nous dit surtout il y a rien à cacher. Qu'est-ce que vous cherchez? Mais en fait, s'il y a rien à cacher, pourquoi on sent souvent qu'on nous dit pas un malaise, des questions qui provoquent une gêne ou on nous dit trop souvent qu'il y a rien à chercher en fait. Donc il y a des choses qu'on a déjà pu écrire donc sur RFI et dire à l'antenne qui montrent que ce qui n'avait pas été dit est là. Par exemple, point. Par exemple, on a appris que la scène de crime avait été souillée, que les blindés qui sont arrivés avec les premiers militaires qui sont arrivés sur les lieux ont perturbé cette scène de crime pour leurs raisons à eux, sûrement d'action rapidement. Enfin bref, quelle que soit la raison, on sait qu'ils ont ramassé par exemple les douilles qui étaient par terre. Oui, on brouille jamais les pistes sans raison. Hein. Alors qu'en fait, les gendarmes de la prévôté qui sont arrivés ensuite n'avaient plus les douilles à leur place et se sont même étonnés de ce fait-là. Le matériel avait été ramassé, mis à l'arrière d'une voiture. Donc voilà, il y a des choses qui ensuite vont perturber l'enquête et on se dit mais pourquoi ça a été fait? Ce sont une multitude de détails comme ça qui alimentent le doute, d'abord chez les familles, évidemment les premières concernées. Et Marie-Pierre en parlait, la présence des forces spéciales, c'est peut-être le meilleur exemple. Depuis le début, on nous sort une version officielle et il faut attendre 2019 avant qu'on puisse qu'un média sorte que mais si, les forces spéciales étaient présentes. Jusqu'à présent, elles n'étaient jamais citées. Entre 2013 et 2019, les forces spéciales n'existent pas. Et puis, finalement, ont réussi à sortir cette information. Elles étaient bien présentes à Kidal. Elles ont eu une implication directe puisqu'elles se sont immédiatement lancées à la poursuite des ravisseurs. Et c'est même un militaire français qui le dit dans le journal Le Monde en 2020. Le journal Le Monde en 2020 a cité une audition d'un militaire français par la justice, par le juge d'instruction en charge de l'enquête, qui lui-même reconnaît la présence de ces forces spéciales. Et assure qu'elles ont suivi une mauvaise piste. À ce moment-là, il parle de fausse piste. Alors, à l'époque, à un moment où il fallait pas qu'on s'intéressait aux forces spéciales puisqu'elles n'existaient pas, elles n'étaient pas présentes dans le récit officiel. Maintenant, le récit officiel, c'est qu'elles ont suivi une fausse piste. Mais tant qu'on n'a pas toutes les pièces du puzzle, comment est-ce qu'on peut s'en tenir à une version officielle incomplète? Et donc, comme je disais tout à l'heure, on n'enquête pas à charge, mais on va chercher là où on nous cache des choses. En tout cas, tout ça semble repousser l'hypothèse d'un accident, d'une bavure, la présence d'un hélico, un accrochage qui aurait eu lieu. Ça qui est affirmé, ça on n'y croit pas? On n'a rien qui nous permette de le dire de manière affirmative. La question, c'est pas, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Dans la mesure où on enquête, on est par moment obligé de se lancer dans des pistes avec une intuition ou pas. La présence de cet hélicoptère, pour vous répondre clairement, elle n'est pas prouvée. Mais depuis le début, cet hélicoptère, on le voit, on l'entend, son ombre plane au-dessus de la scène de crime. Beaucoup de sources nous en parlent depuis le début. Et c'est là que ça devient très compliqué, que je vais vous faire une réponse beaucoup trop longue. Mais c'est-à-dire, voilà. Mais c'est-à-dire qu'on a des sources qui nous parlent de cet hélicoptère, d'autres qui nous disent que c'est impossible. On a des sources militaires qui nous en parlent, des sources militaires qui nous le démentent. Certains nous ont même dit que cet hélicoptère avait été vu entendu roulant au-dessus pendant que le pick-up était en train de rouler. Donc on avait des choses très précises, mais on en a presque autant qui nous disent qu'il était là et autant de sources qui nous disent qu'il n'était pas là. Donc on peut pas l'exclure. Nous, on n'exclut rien tant qu'il n'y a pas Évidemment. Tant que les la certitude qu'il n'y avait pas d'hélicoptère à Kidal sur le tarmac, d'hélicoptère français ce jour-là, qui était prêt à décoller. Oui, mais en même temps, il y avait une opération, il y avait d'autres opérations en cours en raison de la libération des otages d'Arlit, avec des hélicoptères des forces spéciales qui ont pu être détournés. Toutes les possibilités, si vous voulez, sont présentes. Et on n'a aucune intime conviction à étaler ici sur la présence ou non de cet hélicoptère. Ça reste une piste à explorer, qui ne peut pas être exclue, tout simplement. Toute dernière chose, il nous reste 1 minute 10. Le lien avec les otages d'Arlit vous semble-t-il évident? Il a été dit notamment dans l'émission Envoyé spécial sur France 2 consacrée aux otages d'Arlit que Ghislaine avait le projet d'enquêter sur ces otages et sur le versement de la rançon. Or, on dit il y a des otages, il n'y a pas de rançon, l'État négocie pas. Bon.
Le lien avec Arlitz. Je vais commencer comme j'ai conclu. Ça ne peut pas être exclu. Ça ne peut pas être exclu parce que la, oui, la mais enfin quand même, concordance... pardon. Je sais bien. Mais est-ce que ça vous paraît une hypothèse qui tient peut-être plus qu'une autre? Eh ben, c'est la suite. Ça ne peut pas être exclu, je ne peux pas commencer autrement que par cette phrase. Ensuite, nous, notre intime conviction, c'est que par la force des choses, ils ont été enlevés et assassinés 3-4 jours après la libération de ces otages-là. Comment des journalistes présents à Kidal, dans la région où tout se passe, ne vont pas poser des questions sur ce sujet-là? Bien évidemment, ils n'ont pu que poser des questions sur ce sujet aussi au moment de leur arrivée. Est-ce que ça a suscité des interrogations en face? Est-ce que ça a pu motiver l'action des ravisseurs devenus des assassins? Ça ne peut pas être exclu. Ils n'avaient pas besoin interroge de toute façon. Voilà. Calendrier. Ils n'avaient pas besoin non plus de cette motivation-là pour prendre des Français en otage, des Blancs en otage. Ça a été et c'est toujours leur principal mode de financement, les otages et les trafics. J'en profite pour glisser un mot sur Olivier Dubois. Plus d'un an et un peu plus et presque 3 mois de détention aujourd'hui pour lui au Mali. On pense à lui et il faut qu'il soit libéré rapidement. Bien sûr, et moi je vous remercie, Marie-Pierre Rolfand et David Bachet, pour les éclairages que vous avez apportés. Merci, au revoir. Merci à vous pour l'invitation. Merci. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, la mort des reporters Ghislaine Dupont et Claude Verlon.